Le plan de Poutine a tourné au désastre. Alors que le Kremlin rêvait d'une victoire totale au printemps 2026, il n'aurait jamais imaginé que ces unités d'élite s'enfuiraient sans même se retourner. Ce plan d'attaque massif, peaufiné avec une précision chirurgicale par Vladimir Poutine depuis des mois, a volé en éclats, avant même d'avoir pu faire le premier pas. Sur le papier, le triomphe était assuré. Une logistique titanesque avait été déployée depuis la frontière de Louhansk. Des milliers d'hommes, des centaines de blindés et des divisions de parachutistes d'élite s'étaient massés au nord de Donetsk. Après avoir résolu l'énigme tactique de Zaporijia et du Dnipro, l'armée russe n'avait qu'une cible. L'ultime rempart imprenable de l'Ukraine, la ceinture de forteresse, l'attendait. C'est alors que la dévastation absolue a frappé. Avant même que l'ordre d'assaut ne soit donné aux troupes russes, une onde de choc venue du front sud a balayé toute leur infrastructure militaire. La contre-attaque ukrainienne, lancée discrètement fin février, a littéralement pulvérisé la stratégie de défense russe. Fin mars, les données du front décrivaient un véritable scénario de débâcle pour Moscou. 470 km de territoire ont été repris, tel un puissant ouragan. 9 localités libérées et 3 points névralgiques totalement purgés de toute présence ennemie. En quelques semaines à peine, plus de 11 000 soldats russes ont été mis hors d'état de nuire. Mais le véritable cauchemar du Kremlin ne faisait que commencer. Ces unités d'élite, qui devaient s'emparer de la forteresse, ont jeté leur plan d'attaque, pour s'enfuir vers le sud, dans un vent de panique totale. Des milliers de soldats russes dans les couloirs de Zaporijia ont déserté leur poste comme une armée en déroute. Oleksandr Syrski, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, a scruté la situation de ses propres yeux lors de sa tournée sur le front sud. Il a multiplié les entretiens avec les chefs d'assaut et les leaders des troupes aéroportées. Après avoir écouté les rapports, il a scellé le destin des prochaines opérations. C'est là qu'il a lâché une annonce qui a tout changé. Oleksandr Syrski a officiellement confirmé que depuis le lancement de cette foudroyante opération, ils ont repris le contrôle de près de 470 km de territoire. Plus de 11 000 envahisseurs ont également été neutralisés durant les combats. Ces chiffres ne sont pas que de simples données statistiques. 470 km, c'est une étendue plus vaste que de nombreux districts ukrainiens réunis. De plus, 11 000 soldats neutralisés, c'est l'équivalent d'une division russe entière rayée de la carte. Tout en saluant le courage héroïque et l'efficacité redoutable de ces braves soldats, Syrski envoyait en réalité un message puissant à la face du monde entier. L'Ukraine ne se contente plus de résister, elle reconquiert ses terres par la force. Mais alors, comment Kiev a-t-elle pu accomplir un tel exploit ? Les racines de cette opération remontent à une stratégie planifiée sur le long terme. Cette vague de libération historique de fin mars était orchestrée depuis des mois déjà. Les forces aéroportées ukrainiennes avaient déjà lancé l'assaut vers Oleksandrivka bien avant le mois de mars. Dès que l'opération a été officiellement annoncée au grand jour, le glas a sonné pour les forces russes stationnées dans le sud. La mission était d'une clarté absolue et totalement implacable. Il fallait pulvériser les plans d'invasion russes dans les régions de Dnipro et Zaporijia. L'objectif ? Anéantir l'ennemi et le rejeter bien au-delà des frontières de Dnipro. Et c'est précisément ce que les forces armées ukrainiennes ont accompli. Au 25 mars, 9 localités avaient déjà retrouvé le chemin de la liberté. 7 de ces bastions se trouvaient dans la région du Dnipro et 2 à Zaporijia. Mieux encore, 3 autres zones ont été totalement purgées de toute présence ennemie. Le 7e corps de réaction rapide des forces aéroportées a validé ces chiffres ce 26 mars. Pourtant, le véritable choc de cette opération dépasse de loin les simples statistiques. Les rapports de l'Institut d'études de la guerre dressent un constat absolument saisissant. La double offensive tactique ukrainienne au sud a provoqué une onde de choc sur tout le front. Soudain, les forces russes se sont retrouvées prises entre deux feux dévastateurs. Devaient-elles contrer l'assaut au sud ou poursuivre l'offensive prévue à l'est ? En d'autres termes, l'état-major faisait face à un dilemme stratégique majeur. Incapables de mener les deux fronts, ils ont dû faire le pire choix possible. C'est à cet instant précis que la grande retraite russe vers le sud a débuté. Les cartes tactiques changeaient à vue d'œil dans les couloirs du Dnipro et de Zaporijia. Ces tracés révélaient l'effondrement flagrant des effectifs de l'armée russe sur place. Mais pour le Kremlin, il fallait colmater ces brèches au sud à tout prix. Début mars 2026, le commandement russe a dû sacrifier ses unités les plus précieuses. Déplacées de Donetsk vers le sud, ces troupes n'avaient absolument rien d'ordinaire. La VDV, l'élite aéroportée, et les brigades d'infanterie de marine ont quitté Donetsk en urgence. Toutes ont été projetées sur la ligne de front entre Zaporijia et Dnipropetrovsk. Des éléments de la 76e division VDV ont été transférés d'urgence vers le sud. La 120e division d'infanterie de marine a rejoint les lignes d'Ouléaïpol et d'Oleksandrivka. L'objectif ?
reprendre les terres perdues et repositionner des milliers de soldats russes. Ces mêmes soldats qui venaient tout juste de battre en retraite dans ces secteurs, mais cette stratégie pour sauver l'axe Zaporijia-Dnipro a créé un vide colossal sur le champ de bataille. Le pilier central de l'offensive printanière russe venait de disparaître des lignes de front. Réfléchissez. Après des mois à planifier l'assaut de la ceinture de forteresse, Moscou est forcé d'envoyer ses commandos d'élite et ses marines vers le sud. C'est comme sacrifier sa reine pour tenter de se défendre lors d'une partie d'échecs. On perd toute capacité offensive. L'Institut de guerre l'a clairement souligné. L'armée russe ne pouvait déjà plus attaquer sur plusieurs secteurs à la fois. En tentant de bloquer l'avancée ukrainienne au sud, leurs chances de succès sont quasi nulles. Percer la ceinture de forteresse est désormais devenu un rêve impossible pour eux. Cette fois encore, la région de Donetsk se retrouvait tragiquement dégarnie. Et rien ne garantissait que ces unités venant de Donetsk réussiraient leur mission. Leur échec à la jonction entre le Dnipro et Zaporijia semblait inévitable. Le tableau des forces en présence révèle l'ampleur tragique de cette opération. Du moins, c'est la vision cauchemardesque qu'en a le Kremlin. Côté ukrainien, les brigades d'assaut et la défense régionale frappent en parfaite coordination. Sans oublier les escadrilles de drones agissant avec une précision chirurgicale. Face à eux se dressait pourtant l'armée d'élite la plus fiable de Russie. Elle tentait de verrouiller Zaporijia Ouest avec ses 19e et 42e divisions. Pendant ce temps, la 127e division d'infanterie motorisée luttait sans relâche. Le 291e régiment tentait désespérément de stopper la percée ukrainienne. Ils jetaient leurs dernières forces pour tenir la ligne critique d'Alexandrivka. Le basculement des forces est devenu indiscutable à mesure que le front bougeait. Cependant, aucune de ces unités militaires russes n'a pu stopper ce déferlement d'attaques incessantes. Le bilan des pertes fut une véritable hécatombe pour les forces de Russie. Du 29 janvier au 25 mars, 3676 soldats russes ont péri. Dans le seul secteur d'Alexandrivka, face à ces pertes colossales, le Kremlin a commis une erreur fatale. Ils ont lamentablement échoué à obtenir le succès espéré à Donetsk et dans le sud de l'Ukraine. Pour Poutine, au-delà des hommes, les rapports de blindés détruits continuaient d'affluer sans relâche. 8 chars, 13 blindés de combat, 250 systèmes d'artillerie et 141 véhicules motorisés furent perdus. Il s'agit pourtant des ressources les plus stratégiques nécessaires aux unités blindées de la Russie. Hélas, la stratégie défaillante du Kremlin a coûté un prix exorbitant aux forces russes. C'est la preuve chiffrée d'une armée en train de se vider lentement de son sang. Alors, pourquoi les Russes se sont-ils effondrés si vite ? La réponse tient en un mot : technologie. L'Ukraine a exploité au maximum sa supériorité absolue en matière de drones et d'artillerie. Les unités mécanisées russes étaient systématiquement traquées par les pilotes de drones ukrainiens en plein terrain découvert. Un garde-frontière ukrainien rapporte que là où les Russes manquaient de personnel suffisant, ils tentaient désespérément d'intensifier leurs opérations avec des drones low-cost à aile fixe, nommés Molia. Mais cela ne suffisait pas pour percer le redoutable mur de drones ukrainiens. Le colonel Vladislav Voloshin, porte-parole des forces de défense du Sud, a souligné la gravité de la situation. Les Russes ont intensifié leurs assauts sur Ouliapol en redéployant leurs troupes d'élite de la marine et des VDV. Des éléments de la 40e brigade de marine de la flotte du Pacifique furent déplacés vers Varvarivka. C'était il y a environ 2 ou 3 semaines, et ces unités ont subi des pertes terribles depuis lors. Même la 14e brigade Spetsnaz de Russie a été aspirée dans ce chaos total. Les pilotes de drones de cette unité spéciale du GRU ont attaqué les positions ukrainiennes près de Zernitsia. Les combats faisaient rage au sud-ouest d'Alexandrivka et au sud-est de Velika Mikhailivka. Des équipes de drones d'un régiment de fusiliers motorisés ont agi contre les forces ukrainiennes à Dnipropetrovsk. Mais rien ne pouvait stopper l'avancée ukrainienne. Après cela, Kiev s'est préparé à porter le coup de grâce. Sur les lignes de front du sud, le résultat tant espéré fut enfin atteint par les défenseurs. La libération du village de Berezov a marqué le point culminant et symbolique de toute l'opération. Le 26 mars, le commandement des forces d'assaut aérien ukrainiennes a annoncé la libération totale du village. Situé au sud-est d'Alexandrivka, un saillant russe a été purement et simplement éliminé de la carte. Cela signifiait que l'oblast de Dnipropetrovsk était désormais presque entièrement nettoyé de toute présence ennemie. Oleksandr Komarenko, chef de la direction opérationnelle de l'état-major, a lui-même confirmé cette victoire. Selon Komarenko,
les forces ukrainiennes ont réussi à libérer la quasi-totalité de la région de Dnipropetrovsk. Maintenant, prenons un peu de recul pour contempler la portée globale de ces événements. Pourquoi cette opération est-elle considérée comme si cruciale ? Parce que l'Ukraine a réalisé son plus grand gain territorial net en un seul mois. C'est un exploit inédit depuis la contre-offensive de l'été 2023. Même les cartes prudentes de l'ISW confirment un gain d'au moins 334 km². Les experts reconnaissent d'ailleurs que le chiffre réel est probablement bien plus élevé. Côté ukrainien, on affirme que cette libération massive n'a pas seulement freiné les plans de la Russie, elle a partiellement fait dérailler toute la stratégie de l'offensive de printemps de l'ennemi. Ce progrès militaire marque un tournant majeur dans le paysage opérationnel de toute la région. La supériorité tactique des drones s'est révélée être le facteur décisif de ce conflit moderne. On attend de nouveaux développements au sud, alors que les deux camps se préparent pour la prochaine phase. La communauté internationale surveille de très près ces basculements majeurs du contrôle territorial. Seul le temps dira si ces gains pourront tenir face aux futures contre-attaques russes dans la région. L'onde de choc de ces succès est absolument monumentale. L'offensive de 2026 visait la ceinture de forteresses. 4 cités imprenables abritant 380 000 âmes la composent. Ce rempart de Donetsk s'appuie sur 4 bastions urbains légendaires. Mais le verdict des experts tombe comme un coup près. Briser cette ligne en 2026 semble impossible. 2 échecs cuisants par le passé hantent déjà leurs souvenirs. Cette campagne titanesque exigera des années de lutte acharnée. Un sacrifice humain et matériel sans précédent est inévitable. Pokrovsk, avec ses 60 000 habitants, n'était qu'un avant-propos. 2 ans d'enfer furent nécessaires pour faire tomber cette cité. Or, ce nouveau rempart est 6 fois plus colossal. Pour conquérir cette étendue, le Kremlin devra mobiliser l'impossible. Des centaines de milliers d'hommes et un arsenal infini. Même à Moscou, cette amère réalité commence à transparaître. Le haut dirigeant Kartapolov brise enfin le silence officiel. Crier victoire trop tôt serait une erreur tactique majeure. Il avoue que l'enfer du front est d'une brutalité inouïe. Les murs de Kostiantynivka rejettent chaque assaut avec fureur. Le doute s'insinue désormais jusque dans les hautes sphères, alors que le rêve de reconquête du Sud s'effondre. Un vent d'espoir souffle pour les défenseurs ukrainiens. Ce revers cinglant pourrait briser l'ultime espoir du tsar. Des rapports troublants parviennent de la zone de Zaporijia. Les images confirment la libération héroïque du cœur de Primorske. Même les voix pro-russes admettent cette défaite avec amertume. L'élan ukrainien balaye Primorske et s'engouffre vers Rishne. Le drapeau ukrainien flotte désormais sur le nord de Stepnoïrsk. L'élite des parachutistes russes avait pourtant tenté de s'imposer, mais leur résistance a fondu face à la fureur ukrainienne. Malgré leur technologie, le destin a choisi le camp ukrainien. Un aveu choc retentit le 26 mars dernier. Les drones ukrainiens paralysent totalement chaque mouvement de ravitaillement. Un blocus aérien impitoyable s'abat sur tout le secteur. Pendant ce temps, le front de Donetsk devient un bourbier. Les vagues de blindés russes déferlent dès le 17 mars. Plus de 600 assauts furieux en 4 jours. Pourtant, leur avancée stagne face à un mur de fer. Tout se joue désormais sur l'axe stratégique de Lyman. Ce verrou est l'unique clé ouvrant la voie vers l'est. Le colonel Zaporozhets décrit une scène d'une intensité folle. L'ennemi lance jusqu'à 8 vagues suicidaires par jour. Les maîtres des drones dominent les cieux depuis les hauteurs. Les troupes russes, piégées dans les vallées inférieures, subissent la foudre implacable venue du ciel. Pendant ce temps, l'horizon s'assombrit pour les troupes russes progressant vers le nord. À Kupiansk, le scénario vire au casse-tête infernal pour les stratèges du Kremlin. Les infiltrations russes se poursuivent dans les ruines de l'hôpital, au cœur de la cité. Mais le colonel Viktor Treoub, porte-parole des forces ukrainiennes, reste inflexible. Il l'affirme haut et fort. Le contrôle du territoire demeure inchangé. Une poignée de soldats russes, oscillant entre une escouade et un peloton, errent désormais de manière désordonnée dans les secteurs de Kupiansk. Treoub insiste. Contrairement aux rumeurs des blogueurs russes, la ville n'est pas tombée. Il est bien trop tôt pour prétendre que l'ennemi a été totalement éradiqué. À Louhansk, les partisans ukrainiens ont mené une opération de sabotage chirurgical. Le groupe Atesh a neutralisé un centre de relais ferroviaire hautement stratégique. Cette ligne, près de Louhansk, servait d'artère logistique vitale pour l'envahisseur. Elle alimentait directement les forces russes fonçant vers Kupiansk et Liman. L'impact sur l'acheminement des munitions et des pièces de rechange est dévastateur. En représailles, les frappes aériennes russes continuent de martyriser les infrastructures civiles. Face au succès de Kiev sur le front, le Kremlin ressort ses tactiques brutales. Ils imposent à nouveau leur stratégie inacceptable du tout début du conflit. Durant les nuits du 25 et du 26 mars,
l'enfer est tombé. 153 engins aériens sans pilote ont été lancés sur l'Ukraine. Environ 100 de ces machines de mort étaient des drones de type Shahed. L'armée de l'air ukrainienne en a pulvérisé 130 en plein vol. Le président Zelensky prévient, la Russie cible désormais les réseaux d'eau vitaux. On le voit, les forces ukrainiennes balayent impitoyablement l'ennemi hors des lignes. Pourtant, le Kremlin tente de faire diversion en frappant nos ressources vitales. Malgré cela, Kiev a pris les décisions les plus décisives de ces derniers jours. Poutine est sous le choc. En reliant tous ces événements, la vérité éclate. Le tableau qui se dessine devant nous est d'une clarté absolue. L'offensive au sud ne visait pas seulement à reconquérir quelques terres. Son but était de briser l'équilibre de la guerre, et c'est un succès total. L'opération russe de la ceinture fortifiée, préparée depuis des mois entiers, sombre dans la crise avant même d'avoir pu atteindre son plein élan. Les unités d'élite se retrouvent désormais piégées, incapables de se replier du sud. À Donetsk, les assauts russes perdent de leur superbe et s'essoufflent. La domination des drones ukrainiens est devenue le facteur décisif sur chaque centimètre du front. Le Kremlin sait qu'il ne pourra jamais sécuriser ses positions par les armes. Voilà pourquoi il tente d'arracher désespérément des concessions à la table des négociations. Ils exigent que l'Ukraine abandonne les zones libres de l'oblast de Donetsk. Leur objectif est de sauver ce qu'il reste de leurs troupes et du matériel. Mais la contre-attaque éclair sur 470 km a tout balayé. Les calculs russes dans le sud ont été réduits en miettes par cette manœuvre. Syrski résume parfaitement la situation. La libération de nos terres est en marche. Ce n'est pas un simple souhait, c'est une réalité prouvée par les données du front. Voici le plus grand gain territorial réalisé en un mois depuis 2023. 11 000 envahisseurs ont été neutralisés et 9 localités ont été libérées. L'offensive printanière de la Russie vient de sonner son propre glas. Tant qu'elle ne brise pas ce rempart au sud, toute percée au nord semble illusoire. 5e année de guerre, l'Ukraine va désormais bien au-delà de la simple défense. Elle foudroie l'ennemi, libère ses terres et réduit leur sombre plan en miettes. Cette opération sudiste pourrait marquer le tournant légendaire de ce conflit. Elle dictera le destin des combats jusqu'à la fin de 2026. Quel est votre verdict sur ce choc des titans? L'Ukraine a-t-elle arraché une victoire dissuasive lors de cette phase critique? Ou le Kremlin brisera-t-il cet élan avec son offensive prévue ce printemps? On attend vos théories en commentaire. Présenté par TGN, merci de votre fidélité.